La drépanocytose, on en parle peu. Pourtant, elle impacte toute une vie. Aujourd'hui, je reçois Diandra. Elle vit avec cette maladie et elle a décidé de nous raconter ce que ça signifie pour elle. Les crises, la fatigue, la peur, mais aussi le courage, l'adaptation et l'espoir. Cet épisode est divisé en 2 parties parce qu'une seule partie ne suffisait pas. Bienvenue dans Ici on en parlait sans pleurer. Bonjour Diandra, aujourd'hui on va parler de la drépanocytose. Donc est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Elisabeth, moi c'est Diandra, j'ai eu 31 ans hier. Wow, joyeux anniversaire. Merci. Je suis née ici à Trois-Rivières, au Canada, mais à Trois-Rivières précisément, et j'ai grandi au Gabon. Donc je suis originaire et mes parents aussi sont originaires. Et du coup j'ai grandi un peu entre la France et le Gabon. Le Gabon et la France, on va dire. À l'âge de mes 16 ans, je suis arrivée en France et je suis partie à l'âge de mes 27 ans. Ok. T'es partie de la France à 16 ans? Non, du Gabon à 16 ans. Du Gabon à 16 ans pour la France. Ouais. Puis t'es venue au Canada à 27. Oui, c'est ça. Ok, je comprends. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la drépanocytose pour toi? La drépanocytose, c'est une maladie, on va dire, une malformation des globules rouges. Moi, lorsque j'explique aux gens, je leur dis, vous voyez, c'est comme un croissant. C'est la forme d'un croissant, ouais. Voilà. Et c'est plus parlant la nourriture qu'autre chose. Donc, il faut faire visualiser. Après, moi aussi, j'aime bien manger. Donc, c'est plus simple de pouvoir un peu schématiser la chose de cette manière. Donc, c'est à base de croissant. Une personne normale est comme un beignet. Et ceux qui ont la drépanocytose ont des croissants. Voilà, ont des croissants. Génial classification. Puis, c'est quoi ton lien, toi, avec la drépanocytose? Ton lien? Mon lien, en fait, mes parents sont AS. Ma mère, elle est AS et mon père aussi est AS. Et du coup, moi, j'ai la forme la plus grave, SS. Ok, donc tu as la drépanocytose. Oui. À quel moment, ou est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a fait réaliser que tu avais la drépanocytose? Depuis l'enfance, quand même, on me l'a inculqué, on va dire. Ça faisait partie, on va dire, de mon éducation. Parce que, alors, c'est un peu différent. Par exemple, du côté de ma mère, il y a des cas de drépanocytose, mais moins. Comparé à mon père, du côté de mon père, il y en a énormément. Donc, ce qui fait que c'était comme ancré dans mon éducation. Du fait que, oui, je suis malade. C'est vrai qu'à un certain âge, tu comprends pas trop. Ouais, c'est ça. Quand t'es malade, t'as 5 ans, voilà, t'es malade. T'es malade. Voilà. Ok, d'accord. Mais en grandissant, on t'apprend beaucoup plus de choses. Par exemple, comme tu sais, les pays africains, c'est compliqué d'avoir un bon suivi. J'avais un spécialiste au Gabon, mais les rendez-vous, vu qu'en Afrique, il y en a quand même énormément de cas, les rendez-vous étaient quand même compliqués et c'était quand même vachement espacé. Donc, le suivi n'était pas comme... C'était pas régulier. Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, c'est un ami à la famille qui a parlé à ma mère d'un hôpital en France qui suivait justement les drépanocytaires. Et lui, faisant partie aussi des drépanocytaires, il a donné le contact. Et depuis lors, j'ai commencé à me faire suivre du coup en France. Donc chaque année... T'es allée en France? Voilà. T'avais quel âge? J'ai commencé à aller en France, je pense, début de l'adolescence. Vraiment. 11-12 là. Voilà. Et est-ce que tu te rappelles l'hôpital en France par hasard? Oui, c'était l'intercommunal de Créteil. Moi aussi. Ah ouais. C'est qui ton médecin? Alors là, et t'as pas eu de greffe? Non, j'ai pas eu de greffe. Je sais que c'était une femme. Ouais. Mais je me rappelle plus de son nom. Oui. Bernodin. Oui, c'est elle. C'est elle. Mais elle a commencé à me suivre et tout. Et c'est... mais je suis trop surprise. Le lien, il est...
waouh, je suis choquée. C'est docteur Françoise Bernanda qui te suivait. Bah, c'est moi aussi qui me suivais. Oh, c'est trop. Oh, je suis choquée. Et t'as pas eu de grève? Non, mais parce que, en fait... Je vais tellement lui envoyer cette vidéo. Ah, t'es toujours en contact avec elle? Ouais. Oh, mais c'est trop bien. Mais je te jure, elle va être trop surprise de se rendre compte que nous-mêmes, deux personnes qu'elle a suivies. Ouais, et bah, aujourd'hui, ils en parlent et c'est tout. ça. Bah, en fait, je pense que de mon suivi, j'avais pas non plus énormément on va dire, de crises. Ok. C'était quand même assez tolérable, on va dire. J'en faisais 3-4 fois à l'année, mais c'était supportable. Après, j'avais des petites crises à la maison, mais c'était supportable, puis ça pouvait être géré à la maison. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Donc, avant d'être suivie en France, avant l'adolescence, tu étais juste un enfant malade. Oui. Est-ce que tu étais différente de tes frères et sœurs? Est-ce que tu savais que tu étais différente de tes frères et sœurs? Ou comment ça s'est passé? Est-ce que tes parents t'ont expliqué? Non, il n'y a pas eu ce cheminement d'explication. Okay. Quoi. Je pense que c'est plus par mes connaissances. Je savais ce que j'avais. Et puis, à l'arrivée de Google, je suis allée googliser. Est-ce que, une fois que tu es arrivée en France, que tu as compris c'était quoi la drépanocytose, est-ce que tu as réalisé l'impact que ça pouvait avoir sur ta vie? Petit à petit, pas tout de suite. Ok. Franchement, c'est vraiment très tard que je me suis rendu compte de l'impact. Je pense que c'est avec les maladies qui suivent les conséquences de la drépanocytose. Voilà, c'est totalement ça. Moi aussi. T'es petit, tu vas à l'hôpital, c'est fini. Ouais, puis un jour, on dit, t'as ça, ça vient de là. Tu dis, ok. C'est, voilà. C'est pas agréable. T'imagines? C'est vraiment pas agréable. Mais bon, c'est à ce moment-là. Mais sinon, en vrai, je pense que les parents m'ont quand même averti. Tu connais la famille africaine. Ils te disent sans pouvoir te le dire. Ils disent pas réellement les vrais termes. Ils vont te dire, oui, t'as une maladie et tout, t'as la drépanocytose et tout ça. Et puis, ils t'élèvent comme une personne normale. Moi, dans mon cas, on m'a élevée comme une personne normale. Ok, t'es une personne normale. Oui, je suis une personne normale, totalement. Mais il n'y avait pas de différence entre mes frères et mes sœurs. Si j'étais malade, par exemple, un cas qui me reste toujours autant gravé, je pouvais faire des crises. Ma mère, elle m'envoyait elle m'emmenait pas à l'hôpital. Elle me disait, tu te lèves, tu vas à l'école. Elle voulait avec les crises? Ouais. Genre, je sais que ma journée, elle va ressembler à... Je vais être allongée sur la table, genre le banc de l'école, en train de dormir toute la journée. Ouais. Mais elle veut rien savoir. Ok. Elle voulait rien savoir. Genre, tu te lèves, tu prends ta douche, je te dépose à l'école. Mais quand tu étais petite, est-ce que tu faisais beaucoup de crises? De ce que je me souvienne, pas tellement. Okay. J'ai pas trop... Je pense que j'ai pas énormément de souvenirs de cela. Okay. Parce qu'avec le traitement qui est assez lourd, fait que tu peux avoir des pertes de mémoire quand même. Donc, je me souviens pas vraiment de tout. Peut-être des faits vraiment marquants ou bien dont on m'a parlé, mais sinon, genre... c'est plus à l'adolescence où je m'en souviens un peu plus. Ok. Du coup, tout à l'heure, on a dit que c'est ce qui découle de la drépanocytose. Est-ce que tu as eu d'autres problèmes de santé qui sont liés à la drépanocytose? Oui. Là, actuellement, j'ai l'ostéonécrose. Ok. Que tu peux nous en parler plus? Oui. Alors, l'ostéonécrose, les amis. Notez bien, attention, il y aura une interruption. Et c'est compté sur 100%, attention, 100% de la note. 100% de la note. Ne ratez pas. Ne ratez pas. En fait, l'ostéonécrose, c'est comme un petit virus qui ronge les os, surtout la tête fémorale, comment on appelle ça, des articulations. Et ça se situe principalement au niveau des hanches. Ok. Alors, en 2016, non, ça a été quand même diagnostiqué vachement plus tôt. Parce que même au Gabon, ça a commencé à être diagnostiqué. Et j'ai commencé à avoir des béquilles. Ok. Mais ça s'est quand même arrêté
mais ça a repris. Je sais pas pourquoi, mais c'est revenu. Mais en 2016, vraiment, j'ai dû faire une intervention parce que j'arrivais plus. Un matin, pour aller en cours, j'arrivais plus à me lever. Juste déposer mon pied au sol, c'était trop dur. Horrible, ça me faisait un mal de chien. Désolée. C'est pas grave, tu peux dire. Tu peux dire, on est très à l'aise ici. Les enfants, c'est interdit au moins de 18 ans. Mais ça me faisait vraiment mal, genre vraiment, vraiment mal. Et du coup, j'étais obligée d'avoir une intervention. Ok, je veux juste revenir, ça te faisait vraiment, vraiment mal. Mais comment tu as géré ça à ce moment-là? Comment tu as géré ça? Alors, c'était à une époque de ma vie où, côté familial, c'était compliqué. Du coup, j'étais vraiment seule. C'était mon choix, mais je pense que c'est comme ça. Il fallait que je passe par ce moment-là. Voilà, cette étape-là. Et j'étais seule. C'était compliqué parce que déjà, ça faisait 3 ans où je faisais des crises à répétition. Et mon médecin qui me suivait à cette époque m'a dit, mais ma chérie, tu sais quel est le problème? Il va falloir que tu recontactes tes parents, en fait. Parce que je pense que c'est ça le problème. Oui, tu fais des crises, mais ces crises sont dues à quelque chose. Et je pense que c'est dû à ça. Mais je voulais pas. C'était vraiment une étape, c'était vraiment très compliqué à ce moment-là. Donc, passé cette étape-là, lorsque c'est vraiment arrivé, c'était vraiment compliqué de me dire que surtout quand il m'a dit tu sais, au moment de l'intervention, tu pourras plus te lever. Tu pourras pas prendre ta douche toute seule. Pour t'alimenter, tu peux pas rester longtemps debout. Donc il faudra quelqu'un qui cuisine pour toi. C'est ça. Donc il va falloir forcément que t'aies de l'aide. Voilà. Mais comme je suis têtue. Tu l'as fait toute seule? Non, faut pas abuser. Vous allez dire, ah ouais, waouh. J'étais prête, mais bon, j'ai lâché prise. Au bout d'un moment, là, souvent, il faut se rendre à l'évidence. Et je pense que c'est aussi ça, les drépano. On veut pas souvent demander de l'aide. Ah ouais, tu penses? Ouais, souvent, on veut pas. On veut vraiment... Pourquoi? Parce que je pense que c'est déjà l'image que le système hospitalier nous renvoie. Les gens aussi en extérieur nous renvoient du fait que on est malade sans être malade. C'est une maladie invisible. Voilà. Genre, on fait semblant d'être malade et on n'a pas envie de déranger. C'est un peu comme ça, genre. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? Ouais. Genre, beaucoup parce que tu as dit ouais. Plein de fois, genre. Est-ce que c'était ici au Canada? Est-ce que c'était au Canada, en France? Au Gabon aussi? Au Gabon, ouais, aussi. Genre, partout. Genre, partout. Tu dis, ils connaissent, mais waouh, comment tu l'as vécu? Comment tu le vis? Attends, parce que là, il y a trop de questions dans ma tête. 1, 2, 3. Comment tu l'as vécu, ta première situation? Est-ce que tu as une situation en tête, là? Tu peux m'en parler? Alors, une des situations, c'était en France. À ce moment-là, j'étais en crise et il faisait froid dans la chambre. Il faisait vachement froid et j'avais besoin d'une couverture en plus. J'ai appelé l'infirmière pour avoir une couverture. La l'aide-soignante est rentrée, elle m'a dit pourquoi vous nous appelez en fait? En gros, tu nous fais chier, genre. Il fait pas si froid que ça, genre. Je dis oui, mais là, je suis déjà à l'hôpital pour quelque chose. J'ai pas envie de rester. C'est parce que les hospitalisations, faut se le dire, c'est genre plus de mois. Ah ouais? Ouais, genre, si ta crise ne passe pas, tu restes là. Genre, même si ta crise, elle est passée et que ton taux d'hémoglobine ne monte pas, tu restes là. Mais on te faisait pas des transfusions? Non. Alors, ma mère m'a toujours dit que les transfusions, c'est bon, mais pas très bon. En gros, oui, c'est bien bon. Il y a des risques de prendre des transfusions. Le fait de recevoir, c'est bien, mais au bout d'un moment, ton corps ne va plus en produire lui-même et il va tout le temps redemander. Donc, le truc, c'est que tu peux te retrouver dans une situation où il n'y en a pas. Et là, c'est problématique. Donc,
ce qui fait que maintenant, à chaque fois qu'on me propose la transfusion, je demande est-ce que c'est vraiment le dernier recours. Ou est-ce que c'est... Voilà. Okay. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre un moment, le temps de voir si mon corps reproduit lui-même. S'il ne le fait pas, à ce moment-là, oui. Okay. Mais s'il le fait, vas-y. Donc, j'en ai reçu quand même vachement moins. Ok. Donc, c'est un peu ça. Si on revient sur la question initiale, parce que c'est ça mon problème. Effectivement. C'est à part, j'ai oublié le nom de la maladie, mais à part ça, est-ce que tu as eu d'autres problèmes? L'ostéonécrose. À part ça, là, récemment, j'ai appris que j'avais des anévrismes. Ah Copine. Bienvenue. C'est tellement grave. De ouf. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Vous savez, genre, il y a des amitiés, souvent, genre, c'est les traumas. L'alcool. Genre, vous avez des trucs qui vous relient. Bah, nous, c'est l'anévrisme. Voilà, l'anévrisme. Est-ce que tu es suivie pour un anévrisme? Là, je suis suivie au CHUM. Ah ouais? Ah oui, mais t'habites à Trois-Rivières. Oui, okay. Parce que, bah, justement, c'est celle de Trois-Rivières, le médecin que j'avais vu qui t'a dit d'aller là-bas. Ouais, qui m'a référée. Comment t'as su que t'as maladie? Comment ça s'est passé quand t'as su que t'avais un anévrisme? Alors, comment ils me l'ont dit déjà, c'est... Bah écoutez, je pense que vos maux de tête actuellement, c'est juste des anévrismes que vous avez dans les vaisseaux qui relient vos yeux à votre tête, mais votre tête va bien, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ça va. Vous rentrez chez vous, vous prenez du Tylenol, et puis si vous voyez qu'au bout d'un moment, vous parlez plus trop bien, rendez-vous aux urgences. C'est pas vrai. Sur ce, bah, bonne journée, le rendez-vous s'est bien passé. Et moi, toute bête qui me lève, hop, bah, je vais rentrer chez moi. En arrivant devant la porte, je dis, bah, je suis désolée, médecin. Pause. On rembobine. On repart en arrière. Ouais. Quand vous dites anévrisme, c'est-à-dire, parce qu'il a fallu un temps pour que mon cerveau assimile la chose en fait. Et en fait, le temps était peut-être trop long, mais très court à la fois. Donc, j'ai dit, bah, comment ça anévrisme? Parce que chez nous, quand on dit anévrisme, c'est AVC. Donc, expliquez-moi bien la chose, parce que moi, vous savez, après ça, il faut que je fasse un compte rendu à des mamans. Waouh, ok. Je suis au travail et puis, je me retrouve de l'autre bord. Il faut me préparer, genre, faut pas me dire ça comme ça, genre. Okay, ouais. Elle me dit, non, mais en plus, il y avait deux personnes. Il y avait genre comme une femme et un homme. La femme, elle se retourne parce qu'elle était debout, genre, en mode nonchalante. Non, mais c'est rien. C'est juste, entre 2 ans et aujourd'hui, bah, ça a augmenté que de 2 mm. C'est tout. Ok. C'est merci, super, madame. C'est merci. Super. Elle me dit, mais non, suivez juste nos conseils. Et puis, si vous voyez que vous n'arrivez plus à parler ou vous êtes plus libre de vos mouvements, allez-y aux urgences et dites-leur ce que je vous ai dit. Je dis, c'est super. Mais tu en avais deux. Oui, j'ai l'un. Gauche et droite. Ouais. Et t'as fait aucune opération? Non. Pour le moment. Toi, t'as su quand? Il y a 2 mois. C'est tellement récent. Ok, ouais. Ok, ouais. C'était super. Et après, t'es partie au travail? Ah bah oui, le lendemain, il a fallu que je travaille et je travaillais en pharmacie, alors dis-toi. Moi, quand j'ai su que j'avais un anévrisme, c'était pas marrant, mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça marrant. Mais j'étais dans ma chambre et je venais de faire tous mes examens pour partir au Canada, parce que là, c'était le grand départ, je quitte la France. Oh là là. Et après, mon médecin m'appelle. Donc, j'ai 2 médecins, ok? Mon médecin m'appelle, elle me dit, j'ai besoin que tu nous rejoignes. Tu sais, il y a intercommunal, il y a le petit hôpital, mais il y avait le grand là, Henri Mondor. Henri Mondor, parce qu'on a trouvé quelque chose. Attends. Je panique un peu, je pleure 2 secondes. Après, je dis, mais pourquoi je pleure? Je dis, j'ai pas le cancer, j'ai rien du tout. J'ai rien trouvé quelque chose, mais c'est quelque chose, on s'en fout. C'est ça. Mes larmes remontent. Je cherchais quelqu'un qui va m'accompagner parce que j'avais pas le permis à cette époque et tout.
Et après, je me rappelle, ma mère m'appelle. Et je lui parlais normal. Ouais, là, je dois aller à Créteil parce que je dois récupérer mes derniers examens. Je partais le lendemain, tu sais. Après, elle raccroche. Et je vois, il y a un numéro qui m'appelle. Je me dis, c'est qui ce numéro? Et je réponds. Et c'est Docteur Françoise Bernardin. Et elle me dit, Elisabeth, je vais venir avec toi à l'hôpital Monda. J'ai dit, wow, j'ai le cancer. C'est fini. Je vais mourir. Je vais mourir, je vais gagner. Là, j'ai dit, oh, parce qu'elle était à la retraite. Ah oui. Donc, comment un médecin à la retraite? C'est ça. Elle va revenir et tout. Ah, c'est que la situation, elle est mourir, là. J'ai dit, je vais mourir. Arrête, j'ai appelé ma mère. Elle me dit, Elisabeth, arrête de pleurer. Donc, tu me parles, arrête de pleurer. Je n'ai rien dit, mais elle est rentrée à la maison. Après, on est parti. Et j'avais arrêté de pleurer. J'étais là dans la voiture en train de me dire, en plus, je pars au Canada. Est-ce que ça veut dire que je dois annuler mon billet d'avion? Non, mais je vais pas annuler mon billet d'avion. Mais imagine, je meurs au Canada maintenant. C'est une dinguerie si je meurs au Canada. Mais j'ai pas envie de mourir au Canada. Je crois que tu vas mourir au Canada. Bref, c'est ça qui se passait dans ma tête. Après, on arrive à l'hôpital, j'ai vu le docteur et tout. J'étais trop contente de la voir. Ah, ça va et tout. Là, j'avais tout oublié. Bah oui. Tout était parti. Après, on est rentré dans la salle. Donc, on était 3 là. Il y avait le médecin ici. Après, il y avait un ordinateur. Après, elle me dit, c'est ça le problème. Et je le vois que c'est lui le problème parce que, tu sais, les IRM là, c'est noir et tout. Puis les problèmes sont en blanc. Oui, toujours. Donc, il y a un petit point blanc là-dedans. Je dis, dans mon cerveau. Mais je suis pas le problème. Hein. Je suis en blanc, mais je suis pas le problème. Et il y a un petit point comme ça. J'ai dit, ah ouais, waouh. Après, je suis rentrée, je suis sortie, j'ai vécu ma vie. Puis j'ai dit, bon, bah. Tu veux que je fasse quoi? C'est ça en fait. Mais moi, je me suis fait opérer. Oh. Après, j'en ai débloqué un autre. Ah, ça c'est super. C'est génial. Ah, 2025, un jour, t'as un autre anévrisme. Mais à droite. Je pense que l'autre était à gauche et puis là, il était à droite. Et je dis, bah, ok. Super. C'est bon. Non, c'est super. Ouais, c'est super. Tellement le kiff. On continue. Est-ce que t'en as d'autres? C'est fini, là, ça fait assez, non? Non, je pense que, à part ça, non, je pense que, bah, à date, ils ont pas encore découvert quelque chose qu'ils vont me dire. En fait, tu sais, la différence entre ici et la France, c'est que ici, ils te l'annoncent comme ça, de but en blanc. En France, dès qu'ils vont voir un petit truc, ils vont te le dire depuis le départ. Ah, moi, ils m'ont pas dit. Moi, bah, ah ouais? Bah, je pense que ce qu'elle m'a dit, c'est on l'a vu en 2016. On l'a vu, on a dit, je crois qu'il est là. Et après, on me l'a dit en 2017. Donc, il était déjà là, donc je vivais déjà avec. C'est ça. Et après, on a dit, mais c'est juste que, en plus, là, tu pars et tout. Nous, au début, on voulait juste le. Bah, je sais pas c'était quoi le plan. Peut-être c'était juste le surveiller, puis un jour, me dire, coucou, on va t'opérer. Je sais pas c'était quoi le plan, mais c'est juste, il était là avant. Ouais. Après, je suis très curieuse. J'ai dit à mon médecin, je pense, peut-être 6 mois plus tard, j'ai dit, mais pourquoi j'ai un anévrisme en fait? Elle m'a dit, mais quand tu étais bébé, quand tu étais petite, on avait fait des Doppler et tout, on avait vu que c'est une possibilité. J'ai dit, c'est la drépanocytose. C'est ça. C'est horrible. Ah si, j'ai aussi perdu ma vésicule biliaire. Ok. Ouais, j'ai des caillots à l'intérieur. Mais bon, c'est un organe qui sert à rien. Okay. Donc, c'est pas bien grave. Il n'y avait pas d'émotion quand t'as dit on l'enlève? Moi, si, c'était... Ma mère, elle est aussi un peu dramatique quand on m'a dit que j'ai des calculs. Pour nous, des calculs, t'as un cancer. Okay. On les trouve dans les reins. En fait, en Afrique, pas qu'ils dramatisent, mais tout de suite, t'as des calculs rénaux, tu bois pas assez d'eau, c'est la merde pour toi. C'est la conclusion, genre, voilà. Ça se suit. Et moi, j'ai eu des calculs à la vésicule, j'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Techniquement, j'ai un cancer, j'ai pas de cancer, je vais mourir. C'est quoi le plan, là? On m'a juste dit, non, on va même pas... C'est une opération, mais en vrai, on va pas t'ouvrir. On va juste gonfler ton ventre, le couper, le sortir, et puis voilà. Juste ça. C'est juste ça. C'était juste ça. C'était super. J'ai manqué une semaine d'école, c'était le kiff. C'est ça que je disais aussi, c'est ça que j'ai dit dans mon livre. J'ai dit non, on n'allait juste pas à l'école, puis c'était génial. C'est ça, genre, c'était juste le kiff. Et est-ce que tu as accepté aujourd'hui que tu avais la drépanocytose? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que des fois il y a des jours où tu te dis mais en fait pourquoi ça m'arrive? Bah oui, on accepte. Moi, de mon point de vue, j'ai accepté. Genre, au bout d'un moment, il faut accepter son sort. Tu vas pas te battre tous les jours. C'est ça. En fait, c'est que pendant pas mal d'années, je me suis battue contre la maladie et en fait, j'avais des crises à chaque fois. Je me suis résignée à me dire qu'au pire, si je l'accepte, j'aurais peut-être moins.
de crise. Si t'acceptes la maladie. C'est ça, genre, vis avec ton combat. Donc, je l'accepte, mais il y a quand même des fois où je me dis, merde, genre, ça me fait chier. Vraiment. Ouais. Surtout dans les relations. On va y revenir. Ouais. J'y arrive dessus. Non. Désolée. Non. Pourquoi? Dans les relations pas amicales, Ouais, c'est ça. plutôt sentimentales, c'est compliqué de faire comprendre surtout à un homme. Une femme, c'est vachement plus simple. Genre, on se comprend très vite. Genre... Mais le sexe opposé, là, ah purée de pommes de terre. C'est tellement dur de leur faire comprendre des choses. Et du coup, en fait, chez un homme, quand tu lui dis, la plupart du temps, quand je dis que je suis malade, ils acceptent. Jusqu'au moment où je me trouve dans la situation où je fais une crise. Okay. Et là, ils n'acceptent plus. C'est-à-dire quoi, ils n'acceptent plus? Je me suis déjà retrouvée, par exemple, j'étais en bise avec un gars et genre j'ai fait une crise. Il m'a vu faire la crise. Je suis partie à l'hôpital. Il m'a plus jamais contactée.